Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h coup de projecteur ce soir sur deux secteurs prioritaires au chef de l'État, Faure Essozi Mnagna Singbe. Il s'agit de la santé et de l'éducation. Ils sont aujourd'hui classés premiers en termes de recrutement national et tout est fait pour réduire les inégalités, vous le verrez. À l'Assemblée nationale, les députés pleurent l'un des anciens présidents de leur institution, Feu Messan Akwete, décédé le 9 avril dernier à l'âge de 80 ans. La 6e législature dans son ensemble a rendu un dernier hommage à l'illustre disparu ce vendredi, conformément aux tests en vigueur. La 7e édition du Salon international de l'immobilier et de l'habitat Festimo a ouvert ses portes depuis quelques heures. Pendant 3 jours, vous pouvez faire un tour sur le site de la Foire Togo 2000. Les expositions vous y attendent. Les experts sont aussi là pour répondre à vos préoccupations. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. L'éducation et la santé, ce sont deux secteurs qui tiennent particulièrement à cœur au chef de l'État, Faure Essozi Mnagna Singbe. Chaque année, un budget conséquent est alloué à ces deux secteurs, classés aujourd'hui premiers en termes de recrutement dans notre pays. Et toutes les dispositions sont prises pour réduire les inégalités. Les précisions avec Carmen Madiakako. Au cours des dernières années, le Togo a institué des concours périodiques pour le recrutement d'enseignants et de professionnels de santé. La santé bénéficie de concours tous les 2 ans permettant de recruter environ 1 millier d'agents. Le président de la République s'engage à maintenir un ratio approprié entre les soignants et les autres personnels hospitaliers. Entre 2019 et 2023, 4 143 agents de santé ont été recrutés sur un total prévu de 4 848, soit un taux de réalisation de 86% contre 5 000 agents recrutés en 10 ans par le biais des concours généraux et sectoriels organisés en 2008, 2009, 2013, 2016 et 2018. 2 ans plus tard, en 2020, un autre concours a permis à 700 candidats d'être admis. À cela s'ajoute l'ouverture d'un concours de recrutement direct régional pour le compte du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins en 2023. Il a pourvu un total de 1628 postes répartis entre le personnel médical, paramédical et administratif. Autant de recrutements qui ont permis de porter le nombre d'agents de santé à plus de 11 000 sur l'ensemble du territoire. Le secteur éducatif a bénéficié également d'une attention soutenue du président de la République, Faure Essozi Mnagna Singbe. Le dernier concours général, lancé en juin 2023, a vu 5008 candidats être déclarés définitivement admis sur le territoire national, selon les résultats dévoilés le 1er mars 2024. Ces enseignants nouvellement recrutés se répartissent dans différents niveaux éducatifs avec 9006 pour le préscolaire, 1840 pour le primaire, 1209 pour le collège, 567 pour le lycée et 486 pour l'enseignement technique. Aussi, 3000 fonctionnaires et 250 élèves enseignants des filières scientifiques ont été recrutés au cours de l'année 2022. Ces mesures mettent en exergue une vision à long terme du chef de l'État en faveur de l'éducation dans le pays. En 2022, le président de la République, Faure Essozi Mnagna Singbe, a démontré sa reconnaissance envers les enseignants en leur accordant une gratification exceptionnelle de 5 milliards de francs CFA qui couvre la période de janvier 2021 au 31 décembre 2025. Direction Assemblée nationale, l'institution vient de rendre son dernier hommage à Messan Akwete, décédé le 9 avril dernier. Il fut président de l'Assemblée nationale de 1988 à 1991. La 6e législature s'est mobilisée ce vendredi pour honorer sa mémoire conformément aux tests en vigueur. La cérémonie avec Dodouari.
L'ex-président de l'Assemblée nationale, Feu Akouete Messon, est la personnalité à qui la représentation nationale rend hommage. Des instants d'émotion et de recueillement en mémoire de l'illustre disparu. La présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions, personnalités politiques, diplomates, parlementaires et chefs traditionnels, tous se sont inclinés devant le portrait de l'homme qui était au perchoir de la deuxième législature sous la Troisième République d'alors. Son mandat au sein de l'hémicycle a débuté en 1988 et a pris fin en 1991. Le président Akouete Messon a été une figure de l'histoire de notre République. L'homme, doté d'une discrétion et d'une amabilité, devint au tournant de ses 44 ans président de l'Assemblée nationale du Togo. Sous sa présidence, la deuxième législature de la Troisième République, il a soutenu la modernisation de l'organisation judiciaire à travers les modifications apportées à l'ordonnance relative à l'exercice de la profession d'avocat, à la loi portant code pénal, à la loi relative à la répression du faux-monnayage, ainsi qu'à la loi portant organisation judiciaire, pour ne citer que ces lois. C'est aussi sous sa présidence que la loi portant charte des partis politiques a été adoptée. Aujourd'hui, dans le recueillement et dans un profond respect, nous lui rendons hommage pour son parcours. Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien directeur de l'École nationale d'administration et éminent enseignant de la faculté de droit de l'Université du Bénin. Une personnalité au parcours professionnel élogieux. Akouete Messon incarnait plusieurs valeurs d'État d'après l'ancien Premier ministre Joseph Kokou Kofigo. Le président Akouete Messon a été un grand serviteur de l'État, que ce soit à l'université, que ce soit à l'École nationale d'administration ou comme président de l'Assemblée nationale. Tous ces actes ont concouru à rendre service à la nation. Pour la jeune génération de l'hémicycle, le regretté homme politique est un exemple à suivre. C'est une grande personnalité togolaise sur qui nous, les jeunes, pouvons prendre exemple et travailler comme il a fait. Loyauté, sincérité et intégrité, c'est ce que sa famille retient de lui. Pour elle, l'hommage funèbre de l'Assemblée nationale est à la hauteur de la personnalité qu'incarnait Feu Akouete Messon. C'est vraiment touchant de voir qu'il est reconnu et que tout le travail qu'il a abattu, les lois qu'il a pu divulguer à l'époque, de voir que ça a eu un impact et que jusqu'à présent, on n'a pas oublié. Je tiens vraiment à remercier encore une fois cet hommage vibrant qui lui a été rendu. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, a réitéré la compassion et les condoléances du Parlement à la famille éplorée. Rappelé à Dieu le 9 avril dernier en France, Akouete Messon avait 80 ans. Les officiers supérieurs des forces de défense. Que son âme repose en paix. C'est parti pour la 7e édition du Salon international de l'immobilier et de l'habitat Festimo.
Le salon vous donne rendez-vous jusqu'au 12 mai prochain au CTF de Lomé. Et si vous êtes acteur de l'immobilier ou simple citoyen, vous pouvez y faire un tour pour découvrir les innovations ambitieuses dans les secteurs de l'immobilier et de l'habitat. Elles sont nombreuses à être exposées sur le site Issa Karoura. La 7e édition du Salon international de l'immobilier et de l'habitat. Un rendez-vous annuel des professionnels de la chaîne immobilière avec au menu plusieurs activités et des innovations à cette année charnière du salon. L'exposition a déjà été lancée. Tout à côté, nous aurons des séances d'ateliers de formation. Nous avons des séries de conférences. Nous nous y organisons avec le comité. Être présent à Kara au mois de juillet pour la 8e édition. Et la 9e édition, nous comptons le faire au mois d'août à Palimé, afin de prendre assez de recul pour préparer les 10 ans de Festimo. Permettre aux Togolais d'accéder à un logement décent et à un coût abordable, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement togolais depuis quelques années. Le Salon international de l'immobilier et de l'habitat a toujours bénéficié du soutien du gouvernement. L'adoption de l'avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction et celui portant réglementation de la profession d'agent immobilier sont entre autres actions majeures visant à améliorer le parc immobilier et à favoriser l'accès à un logement décent. En privilégiant le partenariat public-privé pour l'aménagement des zones d'habitat planifiées inscrites dans la feuille de route gouvernementale, le gouvernement crée des synergies afin de dynamiser la collaboration entre les principaux acteurs de la chaîne immobilière. À cet effet, j'exhorte les professionnels ici présents, qui sont d'ailleurs de qualité, en particulier les promoteurs immobiliers, à s'engager véritablement dans cette dynamique. Une visite des stands de la délégation officielle, ensuite pour découvrir et toucher du doigt le savoir-faire et le génie créateur des acteurs du secteur de l'immobilier et de l'habitat. Le salon prend fin le dimanche 12 mai prochain. Le souhait aujourd'hui de bon nombre de Togolais, c'est bien de disposer d'une maison, ce qui est tout à fait normal. Mais il est important de le faire en respectant les normes. L'un des documents nécessaires, c'est bien le permis de construire. Pourquoi le permis de construire s'avère indispensable? Les éclairages avec Issa Karouna. À l'instar de l'acte de naissance pour un individu, le permis de construire constitue un document indispensable pour la vie d'un immeuble. Pour permettre aux citoyens d'avoir accès à ce document, les procédures d'obtention ont été allégées. Malheureusement, beaucoup de citoyens ignorent encore l'importance de ce document qui présente pourtant des avantages. Avoir le permis de construire, c'est un plus. Lorsque vous voulez évaluer votre bien et que vous avez un permis, vous avez beaucoup moins de travail à faire pour évaluer votre édifice ou votre bâtiment. Déjà, le permis vous donne déjà le descriptif, la valeur même de ce que vous voulez construire et ce qui a été autorisé. Et vous pouvez aussi faire poids de manière juridique lorsque vous avez à faire des démarches dans ce sens-là. Vous avez aussi une certaine assurance. Quand votre bâtiment va naître, il aura ces papiers qui conforment, qui dit que vous avez été autorisé de le construire, y compris aussi tous ces documents techniques qui vont avec. L'obtention du permis de construire suit un processus. Pour sa fiabilité, il doit être conduit par des personnes qui en ont la compétence. Il faut d'abord et avant tout se confier à un architecte agréé, inscrit à l'ordre national des architectes du Togo, pour pouvoir entamer les processus qui concernent le permis de construire. Et maintenant, à travers l'agréé, vous avez la demande qui se fait avec les documents techniques et les documents administratifs qui vous concernent, et le processus est lancé. C'est d'abord des études, des documents que nous analysons et qui nous donnent autorisation sur l'élément à construire d'un individu, d'une collectivité ou d'une structure quelconque donnée dans la société. Pour le processus, il faut compter à peu près une quinzaine de journées pour avoir le permis. Construire son immeuble, c'est bien,
Cependant, il est mieux de le faire dans le respect des normes requises afin d'éviter toute surprise désagréable. Le Togo disposera très bientôt d'un mécanisme de soutien aux politiques de recherche et d'innovation. Ce guide devra aider le pays à avoir une meilleure stratégie de mobilisation des fonds pour financer en toute sécurité les projets d'innovation. Le document en question est soumis ce vendredi à l'appréciation des acteurs concernés. Les détails avec Abidé Nyasimbe. Mobiliser les ressources financières pour la promotion de la recherche et de l'innovation au Togo, ils vont devoir prendre appui sur ce document élaboré pour un meilleur mécanisme de soutien aux politiques de recherche et d'innovation au Togo. Enseignants, chercheurs, secteur privé, après 8 mois de travaux, prennent enfin connaissance de cet outil innovant qui améliorera la qualité et l'efficacité des écosystèmes nationaux en matière de recherche et d'innovation. Quand on parle de mécanisme de soutien aux politiques, c'est une offre de service de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui soutient les États pour le renforcement de leurs systèmes nationaux de recherche et d'innovation. Donc en 2023, le Togo avait fait une demande, parce que c'est comme ça que cela fonctionne, et l'OACP a honoré justement cette demande en accordant au Togo cet appui. Vous avez vu aujourd'hui quelle est l'utilité de la mise en place d'un fonds. Des pays ont investi par exemple 8 milliards pour avoir un retour sur investissement de plus de 112 milliards. Ça veut dire que c'est un enjeu extrêmement important pour la recherche et l'innovation dans notre pays. Le document fin prêt présente des recommandations, des points essentiels à prendre en compte pour une meilleure mobilisation de fonds dans l'amélioration de ce secteur. Si on est, par exemple, au début où le fonds est logé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, alors il faut une ligne budgétaire de l'État pour initier. Lorsque le fonds est installé, le fonds va aller vers la recherche des ressources. Et comment aller vers la recherche de ses propres fonds? Il y a des structures, il y a des agences, il y a des organisations qui peuvent aider, qui peuvent soutenir. Mais aussi, il y a le secteur privé, surtout le partenariat public-privé. Le financement de la recherche et de l'innovation constitue l'un des plus grands défis qui se posent au Togo. Ce mécanisme soumis à l'appréciation des acteurs est un pas décisif vers la redynamisation de ce secteur. Lomé accueille depuis ce vendredi la deuxième édition du Forum économique et l'Assemblée générale des zones Afrique. À cette rencontre, il est question pour les dirigeants chrétiens de réfléchir sur les actions à mener face aux défis liés à l'intégration et au terrorisme en Afrique. L'Union internationale des associations patronales chrétiennes d'Afrique en fait l'une de ses préoccupations. Carmen Madiakapo. Plus de 200 personnes venues de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord à Lomé pour trouver des stratégies capables de résoudre les problèmes socio-économiques auxquels fait face le continent africain. La deuxième édition du Forum économique de l'Union internationale des associations patronales chrétiennes, UNIAPAC, offre l'opportunité aux dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens pour analyser les questions liées à l'intégration économique et sociale du continent. Les défis sécuritaires auxquels fait face l'Afrique ces dernières années font partie des préoccupations majeures. L'Afrique, c'est différentes zones d'expression linguistique. On a les francophones d'un côté, on a les anglophones d'un autre, on a les lusophones, pour ne pas parler des arabophones. Quand on observe, on voit que chacun évolue dans son couloir sans pour autant faire converger nos forces. D'où la nécessité pour nous de mutualiser nos forces en allant vers cette intégration économique qui, à mon sens, est la seule voie de salut pour le continent africain. Sans développement économique, le terrorisme va toujours prospérer. Parce que le terrorisme en Afrique se nourrit de la pauvreté de nos populations. Et c'est pour cela que nous avons voulu lier les deux thèmes. Intégration économique pour vaincre en même temps les niches du terrorisme en Afrique. Le deuxième forum de l'UNIAPAC veut en même temps servir de tremplin pour pallier le problème de l'accès au financement des entreprises. Des réflexions devront aboutir à la mise en place d'une microfinance dans le réseau UNIAPAC. L'exhortation serait d'amener ces dirigeants à épargner. L'épargne chrétienne serait spéciale avec les spécialistes du monde religieux pour aider
les couches sociales défavorisées. Pendant 48 heures, ces cadres chrétiens et chefs d'entreprise vont surtout rechercher les moyens de promouvoir l'harmonie interreligieuse. Le Forum économique de l'UNIAPAC, édition de Lomé, se veut une aubaine pour les participants de développer des réseaux commerciaux, de découvrir de nouvelles opportunités d'investissement et de partager des expériences avec des leaders du monde des affaires. Les assemblées générales de l'Union internationale des associations patronales chrétiennes, UNIAPAC, se tiendront à l'issue de ce forum. On en vient à ce projet qui vient en appui aux efforts du gouvernement en matière du bien-être des populations. Il s'agit d'un projet lancé à Dapaon pour appuyer justement les communautés et pour la préservation de la cohésion sociale. La correspondance depuis Dapaon de Yataratem. Un nouveau projet pour renforcer la résilience socio-économique des territoires transfrontaliers face à la crise sécuritaire dans le Sahel, APAC, appui aux populations affectées par la crise sahélienne au nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin et du Togo. Il est exécuté au Togo par l'ONG Gestion de l'environnement et valorisation des produits agropastoraux et forestiers, GEVAPAF, et la Convention intercommunale pour le développement local des savanes, CIDELS. Le contenu du projet APAC présenté à différents acteurs pour avoir un même niveau de compréhension et susciter l'adhésion des bénéficiaires. Un projet qui va travailler sur la sensibilisation pour que les gens changent de comportement dans le cadre de la cohésion sociale. Ensemble, ils vont s'aimer. Ensuite, on va travailler pour aider ces gens à résoudre leurs problèmes, leurs besoins d'urgence. Ensuite, nous saurons aussi mettre en place des actions, des moyens d'existence de ces gens dans la durée. Il faudrait aussi aider ces gens à se reconstruire, distribuer des noyaux reproductifs de petits ruminants à certains de ces déplacés ou bien de ces populations. On peut aider à faire un forage. Les bénéficiaires du projet sont les réfugiés, les déplacés internes ou nouveaux arrivants sinistrés, les ménages hôtes, les tuteurs accueillant les personnes sinistrées, les agropasteurs affectés par la crise et extrêmement vulnérables. Il y a également des femmes chefs de ménage, des chefs traditionnels religieux, des leaders communautaires, entre autres. Durée d'exécution, 18 mois. Le gouvernement étant soucieux de sa population, a déjà pris des dispositions. Nous ne ferons que renforcer ce qui est déjà en train d'être fait. Nous avons des critères de sélection et il suffit que les populations affectées s'inscrivent dans nos critères, nous on travaillera. C'est un projet de près de 3,4 milliards pour les 5 pays. Le projet APAC couvre les régions des Savanes et Kara avec respectivement 8 et 4 communes prioritaires. Il mettra un accent sur le développement des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Hors de nos frontières au Tchad, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai dernier sont connus. Ils donnent la victoire au président de la transition, Mahamat Déby Itno, et Mohamed Idriss Déby avec 61,3%. Chez nous au Togo, c'est plutôt la journée nationale de la Croix-Rouge togolaise célébrée en différé. Thème de cette 77e édition, faire vivre notre humanité. Occasion pour les responsables de la Croix-Rouge togolaise de dresser le bilan des activités menées au cours de l'année 2023. Reportage de Sylvain Charlou et Elia Gbanyanda. Ils ont pour vocation de donner leur vie pour alléger les souffrances des personnes vulnérables et protéger leur dignité. À cette 77e édition de la célébration différée au Togo de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ces secouristes marquent une pause pour réfléchir sur les principes fondamentaux qui guident la profession. Nous sommes très heureux parce que tous les volontaires de Lomé se sont mobilisés. Et ce qui s'est fait ici se fait aussi dans les 5 régions du pays. Donc c'est la Croix-Rouge togolaise qui renaît de ses cendres. Les perspectives sont énormes, c'est de prendre la place qui est la nôtre, celle d'intervenir auprès des personnes vulnérables pour leur apporter notre soutien. Notre monde devient de plus en plus difficile avec des fléaux, et les inondations, les catastrophes, et les crises de gauche à droite
des maladies, de nouvelles maladies qui émergent, la Croix-Rouge va être au rendez-vous pour être aux côtés des personnes vulnérables. La Croix-Rouge est toujours prête à intervenir en cas de catastrophe. Nous intervenons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres agences de l'État, d'autres agences internationales qui nous apportent leur soutien pour que nous puissions accomplir notre devoir. La santé joue un rôle crucial dans le développement. Pour une meilleure assistance aux personnes vulnérables et la promotion de leur dignité, ces volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont appelés à agir avec compassion et à travailler sans relâche. Pour marquer la célébration, plusieurs activités sont au programme, dont une caravane, des séances de dépistage du VIH/SIDA et diverses autres activités de détente pour une bonne santé. En cas de crise respiratoire, d'arrêt cardiaque ou d'un accident, il y a des gestes qui peuvent sauver la victime. On les appelle des premiers gestes de secours. Ils ne sont pas du tout nouveaux aux agents de la Croix-Rouge togolaise. Dans un exercice de simulation, ils nous montrent comment se prendre devant ce genre de situation. Sylvain Tchalou et Immaculée Baoué Abalo nous ont suivi de bout en bout cet exercice de simulation. Le reportage nous est présenté par Gisèle Kozona. Eloge, la trentaine, est de retour du boulot. Aussitôt arrivé, il engage une conversation avec sa sœur Aminata. Après quelques minutes de discussion, Eloge ressent des douleurs à la poitrine, puis s'évanouit. Mon grand frère, il était rentré du boulot et il me racontait la journée. Et brusquement, il tenait sa poitrine, qu'il a mal et il est tombé. Aminata panique et appelle au secours. Ulrich, leur voisin, accourt. Heureusement, il a une notion sur les premiers gestes de secours. Rapidement, je l'ai mis en position demi-assise. Par après, j'ai constaté que le monsieur a perdu connaissance. Et devant cette personne qui perd connaissance, il faut faire rapidement la libération des voies aériennes et mettre cette dernière en position latérale de sécurité. Et j'ai demandé à la dame d'appeler les ambulanciers. C'était une crise cardiaque. Eloge s'en sortira grâce à ses premiers gestes. Ces cas de figure sont fréquents. Malheureusement, toutes les victimes n'ont pas la chance de bénéficier des premiers gestes de secours en temps réel avant l'arrivée des ambulanciers. Il faut évaluer la conscience, la respiration, la circulation. C'est au vu de tout cet examen, ce que vous retrouvez qui vous donne la conduite à tenir. Dans ce premier cas de scénario, nous avons constaté que la victime est toujours consciente, mais il souffre d'une douleur à la poitrine. Et le secouriste a conclu à une crise cardiaque. Il a desserré tout ce qui s'est, il a mis la victime en position demi-assise. Mais il s'est rendu compte que la victime a perdu connaissance après. C'est-à-dire la victime est inconsciente. Alors il a changé de conduite à tenir. Il a mis la victime en position latérale de sécurité. Même si l'on n'en fait pas une spécialité, avoir des notions sur les premiers gestes de secours est indispensable. Il faut faire le massage cardiaque. Je commence par la libération des voies aériennes. Je cherche le milieu de la poitrine, une ligne imaginaire passant par les deux mamelons. Je prends le milieu, ou soit la jonction au niveau des deux creux. Je fais le milieu. Je mets la main, je croise. Je fais des compressions. 30 compressions. 30 compressions. Vous suivez le rythme du battement du cœur. Maintenant, après les 30 compressions, en réalité, vous faites 2 insufflations. Et je continue avec le massage cardiaque. Je contrôle la circulation. Il y a un battement du cœur. Je mets ma victime en position latérale de sécurité. En cas de crise ou de malaise, que la victime soit consciente ou pas, les numéros verts, le 108 et le 8200 sont ouverts 24 heures sur 24. Au bout du fil, des spécialistes sont toujours disponibles à répondre à toutes les sollicitations. Voilà, vous savez aussi désormais ce qu'il faut faire pour sauver des vies. Ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi en direct sur la télévision togolaise. Nos programmes se poursuivent.